Bonsoir chers auditeurs. J'en vais aujourd'hui faire la quatrième séance du module de motivation des ressources humaines. Comme vous le savez, lors des dernières séances, nous avons d'abord défini la gestion des ressources humaines et identifié les différentes étapes de la gestion des ressources humaines, notamment les entrées avec le recrutement, l'acquisition du personnel. Ensuite, la conservation et le développement des ressources humaines, la partie fidélisation des ressources humaines, mais aussi le développement des ressources humaines, qui est une partie, n'est-ce pas, qui est la partie, n'est-ce pas, qui concerne plus notre cours de motivation des ressources humaines. Parce que si les employés ne sont pas motivés, n'est-ce pas, on ne pourra pas les conserver ni les développer. Et en dernier lieu de ces étapes, de ces étapes de la chaîne de ressources humaines, nous avons les sorties. Nous avons les sorties. Nous avons aussi vu lors des précédentes séances aussi, nous avons défini d'abord la motivation des ressources humaines en général et nous avons aussi utilisé certains modèles tels que, comment dire encore, la pyramide de Maslow avec la hiérarchisation des besoins, n'est-ce pas? Maslow qui dit que la personne agit, l'individu agit selon ses besoins. Ce sont ses besoins qui le poussent à agir. Et il avait identifié 5 besoins et les a hiérarchisés dans une pyramide. Et nous avons d'abord les besoins physiologiques, ce qu'il appelle les besoins primaires, ensuite les besoins, n'est-ce pas, de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de reconnaissance. Nous avons aussi donné les enjeux et les objectifs de la motivation pour l'organisation, n'est-ce pas, ce que l'organisation gagne en ayant un personnel motivé, mais aussi ce que l'employé gagne en étant motivé et impliqué. Et nous avons aussi vu comme modèle, avant l'ergonomie, nous avons vu, comment dire encore, nous avons défini la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et nous avons donné aussi des exemples par rapport à ces deux types de motivation et quel est, n'est-ce pas, leur apport pour l'entreprise. Nous avons aussi vu la route de nous avons aussi vu, excusez-moi, l'ergonomie en général. Et par rapport à la motivation des ressources humaines, nous avons dit que l'ergonomie sera plus applicable dans les entreprises. Et par rapport à l'ergonomie, d'abord, après une définition de l'ergonomie, n'est-ce pas, nous avons, comment dire encore, identifié les 3 types d'ergonomie qui existent. L'ergonomie physique, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui est, n'est-ce pas, tout ce qui concerne les aspects physiques du poste, en termes de position au sein de l'entreprise, en termes de matériel de travail, en termes, n'est-ce pas, d'environnement physique de travail. Nous avons vu aussi l'ergonomie cognitive, c'est-à-dire tout ce qui est connaissance du poste, n'est-ce pas, ou bien des missions à faire, tout ce qui est connaissance du matériel et l'utilisation du matériel. Et nous avons aussi vu l'ergonomie organisationnelle qui est, en fait, qu'on a entamé lors de la dernière séance, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui est process de travail, tout ce qui est contenu du poste, tout ce qui est rémunération, tout ce qui est équilibre entre contribution, c'est-à-dire à ce que l'employeur donne, et rétribution, ce que l'employeur met en place. Et quand on dit ce que l'employeur met en place, là on pense plus aux conditions de travail. D'abord les conditions financières. Est-ce qu'en termes comment dire encore, de rétribution, ce que l'employé reçoit de l'entreprise est équilibré face à ce qu'il donne à l'entreprise, sa contribution. Il y a aussi, là c'est par rapport à la rémunération, il y a aussi les conditions matérielles. Est-ce que l'employé a à sa disposition le matériel qui lui permet de faire son travail et dans les meilleurs délais déjà, mais aussi de façon fiable, et que ce matériel-là, n'est-ce pas, participe à son bien-être au sein de l'entreprise. Ça, c'est le bien-être, c'est les moyens, comment dire encore, matériels, mais aussi les moyens organisationnels. Est-ce que l'entreprise a mis en place une structure organisationnelle qui permet aux employés, n'est-ce pas, de travailler de façon claire, d'avoir des relations de travail fluides, mais aussi de travailler avec des procédures, n'est-ce pas, qui ne sont pas trop lourdes, mais aussi des procédures qui sont claires et bien écrites au sein de l'organisation. Ça, c'est par rapport à l'ergonomie organisationnelle. Mais aussi, comment dire encore, les conditions organisationnelles. On a aussi les conditions, comment dire encore, humaines et sociales.
dans quel environnement social l'employé travaille, avec quelle personne, quel type de personne l'employé travaille, avec quelle équipe, n'est-ce pas, quelle équipe a été mise en place et quel est le climat social et la culture d'entreprise qui est développée au sein de cette entreprise-là. Et tout ça participe à la motivation des employés. Donc, lors de la dernière séance, je pense qu'on s'était arrêté sur l'évaluation du travail et la rémunération. Parce que c'est extrêmement important de savoir, parce que l'employé est recruté selon une fiche de poste, selon des missions à faire. Maintenant, le travail qui permet de déterminer les missions que la personne aura à faire, ça veut dire qu'on fait une évaluation claire du travail par des méthodes, n'est-ce pas, objectives. On a comme méthode la méthode A qui permet comment dire encore, de faire une analyse du poste, de faire une pesée du poste et de classifier les emplois. Ça permet quoi? Ça permet de déterminer le contenu du travail, c'est-à-dire les missions que la personne aura à faire, ces missions qui seront transformées en objectifs à atteindre, n'est-ce pas? Et ces missions-là, par rapport à leur calibrage, permettront, n'est-ce pas, à l'organisation de positionner le poste, de donner un titre d'abord au poste, et par rapport à ce titre-là, de le positionner dans l'organigramme, mais aussi dans la grille salariale. Mais aussi, ça permet, ce travail-là permet d'identifier le profil du poste, c'est-à-dire les exigences du poste en termes de savoir, diplôme à avoir, en termes de savoir-faire, expérience professionnelle réussie à avoir, en termes de savoir-être, quels sont les traits de caractère, quelle est la conduite demandée pour occuper le poste et comment dire encore, et les capacités qu'on doit avoir. Et ça, c'est l'évaluation du travail qui nous permet de le déterminer. Évaluer, n'est-ce pas, les missions que la personne, déterminer d'abord les missions que la personne aura à faire. Une fois que ces missions sont déterminées, les évaluer, les peser pour voir si c'est des missions simples, si c'est des missions moyennement simples ou bien si ce sont des missions complexes. Maintenant, par rapport à ce calibrage-là, on aura, n'est-ce pas, le poids du poste et on pourra comment dire encore, positionner le poste au sein de l'organigramme, mais aussi lui donner une rémunération avant d'aller même recruter la personne qui aura occupé le poste. Donc l'évaluation claire et précise du travail et une rémunération correspondant au rendement et sont avec des compliments, la reconnaissance et l'estime de la personne, les conditions du bien-être. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, un des principaux objectifs et enjeu de la motivation, c'est c'est le bien-être des employés. Donc, l'évaluation claire et précise du travail et une rémunération correspondant au rendement sont des conditions du bien-être, de la motivation et de la volonté de rendement. Donc, cette façon de diriger le personnel s'est avérée plus efficace, même en temps de crise, hein, que la pression, c'est-à-dire mettre la pression sur les employés. Et quand je dis la pression, souvent on parle de la pression négative et des remarques, n'est-ce pas? Ça permet, n'est-ce pas, d'avoir un personnel, disons motivé. Donc, ça montre quoi? Par cette partie-là, l'évaluation du travail et la rémunération, ça montre que comment dire encore, c'est l'évaluation du travail qui détermine la rémunération que le poste aura à avoir. Donc, c'est le poste lui-même qui est rémunéré. Parce qu'on a déterminé, on aura déterminé les missions que la personne aura à faire, déterminer la rémunération que l'employé aura avant même d'aller faire le recrutement. Maintenant, une fois que la personne est recrutée, c'est au sein, comment dire encore, dans l'entreprise, et que cette personne sera performante, alors selon sa performance, sa rémunération comment dire encore, va évoluer ou bien comment dire encore, ne va pas évoluer. Et ça, c'est un comment dire encore, c'est un des objectifs même de la motivation, c'est-à-dire avoir un travail, avoir des employés qui ont le profil qu'il faut, des employés qui permettront à l'entreprise, n'est-ce pas, d'être performante par rapport à leur performance, par rapport aux performances des employés, mais aussi des employés qui, la rémunération qu'ils vont percevoir,
correspond au rendement qu'ils vont avoir au sein de l'entreprise. Donc on cherche l'équilibre entre la contribution, ce que la personne va mettre en place, va donner, n'est-ce pas, et va atteindre en termes d'objectifs, et la rétribution, ce que l'entreprise va lui donner. Alors si on a cet équilibre-là, on peut avoir le sentiment de reconnaissance de l'employé, de la part de son employeur. Et ça permet à l'employé d'être impliqué, et ça permet aussi aux autres employés, n'est-ce pas, de prendre exemple, disons, sur cet employé-là qui a été performant. Donc l'évaluation du travail et une rémunération claire permettent aussi de participe à la motivation de nos employés. Il y a aussi la marge de responsabilité et de décision. Ça aussi c'est très important. Donc pour ne pas entraver la créativité et le sens des responsabilités par une organisation trop lourde, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on met en place dans les conditions organisationnelles, disons, que l'entreprise mettra en place, si l'organisation du travail est trop lourde, c'est-à-dire les process sont lourds, n'est-ce pas, comme on a l'habitude de le dire, ça peut être un goulot d'étranglement par rapport à la réalisation des objectifs de nos employés. Donc, il faut mettre en place des process qui sont fluides, des process qui sont clairs, qui permettront à chaque employé de s'y retrouver et qui vont réduire le délai de traitement des différentes demandes. Donc, pour ne pas entraver la créativité et le sens des responsabilités par une organisation trop lourde, il convient donc de remplacer toutes les contraintes qui ne sont pas nécessaires par la possibilité de prendre des décisions. Parce que ça aussi c'est important. On a dépassé, n'est-ce pas, de loin le terrorisme, n'est-ce pas, qui était, disons, un courant qui instrumentalisait l'être humain, c'est-à-dire l'être humain était considéré comment dire encore, comme un instrument, comme un outil de travail qui n'a rien à décider, qui doit appliquer, n'est-ce pas, à la lettre les orientations de travail qu'on lui a données. Mais ici, on est dans un environnement maintenant où, on est dans un contexte où on travaille par objectif. C'est-à-dire, quand tu es recruté, on te donne ta fiche de poste. Par rapport à tes missions, on va te donner des objectifs à atteindre, que ce soit annuel, que ce soit semi-annuel, que ce soit, n'est-ce pas, semestriel ou bien mensuel. Maintenant, par rapport à ces objectifs-là, l'employeur attend ou bien les superviseurs attendent les délais pour voir si l'employé a atteint ou bien n'a pas atteint. Maintenant, dans ce travail à faire là, l'employé doit avoir sa marge de décision. C'est une certaine autonomie, n'est-ce pas, qui lui permet de faire de lui-même par rapport à sa conception, mais toujours en respectant les process internes de l'entreprise, toujours en respectant les procédures, n'est-ce pas, et les normes édictées. Mais l'employé doit avoir sa petite touche, n'est-ce pas, par rapport aux missions qu'on lui a assignées. Et cette partie-là, n'est-ce pas, c'est la marge de responsabilité que la personne aura. Donc, il convient de remplacer toutes ces contraintes, n'est-ce pas, qui ne sont pas nécessaires par la possibilité pour chaque employé de prendre ses décisions, tant que cela donc ne porte pas préjudice à d'autres postes, mais aussi à la qualité ou bien au délai, n'est-ce pas, d'atteindre des résultats. Donc la personne devrait pouvoir définir elle-même le déroulement du travail en fonction de ses moyens et de ses capacités. Et ça participe à la motivation des employés. Dans de nombreux cas, le regroupement des travaux de planification, n'est-ce pas, d'exécution et de contrôle représente un enrichissement du travail avec un effet positif sur le processus de production. Parce qu'on doit permettre à la personne de faire sa planification, n'est-ce pas, avec toujours en coordination avec son superviseur, avec les collègues avec lesquels il va faire ces missions-là. Mais au moins, il doit avoir une petite marge pour pouvoir planifier, n'est-ce pas, ses activités, mais aussi exécuter ces activités et avoir un certain pouvoir de contrôle sur les missions qu'il aura à faire. Et ça va enrichir son poste. Ça enrichit son poste et ça lui permet peut-être de se sentir plus utile que si c'est une autre personne qui fait la planification. Lui, il fait l'exécution et il y a une autre personne qui fait le contrôle.
Mais même si ça existe, mais lui aussi, il doit pouvoir planifier, il doit pouvoir exécuter et il doit pouvoir contrôler. Même si derrière, peut-être, le superviseur va venir faire un autre contrôle ou bien un autre poste va faire un autre contrôle. Mais en tout cas, lui, à son niveau, il doit pouvoir le faire et ça lui permettra peut-être, disons, n'est-ce pas, de s'approprier de son travail. Donc l'exécution de plusieurs tâches par rotation périodique à l'intérieur d'un groupe contribue donc à diversifier le travail et à encourager l'esprit d'équipe et la cooptation et la coopération. Ça veut dire quoi? Le contenu du travail, si un employé fait, disons, les mêmes tâches pendant des mois, pendant des années, à la longue, cet employé-là va être, le travail va être routinier et il va y trouver aucune valeur ajoutée, n'est-ce pas? Mais par contre, si au sein d'une même équipe, des fois, ces tâches-là sont attribuées à un poste et dans une autre période, les mêmes tâches vont être attribuées à une autre personne, ça permet de faire la rotation des tâches et ça permet aussi au groupe déjà en termes de monter en compétences, de monter en compétences, de maîtriser, n'est-ce pas, l'ensemble de la chaîne de valeur pour l'exécution pour l'atteinte d'un résultat et d'un objectif. Et ça permet aussi à ces employés-là de ne pas s'ennuyer. Là aussi, ça participe à la motivation des employés. Ça peut développer aussi l'esprit d'équipe. Le contenu du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le poste, on peut avoir deux composantes, c'est-à-dire le poste, les aspects physiques, il y a le poste aussi, le contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce contenu du poste-là qui, disons, détermine, n'est-ce pas, le contenant, c'est-à-dire le titre, la position, mais aussi la rémunération que la personne va recevoir sur ce poste-là. Donc le contenu du travail, en fait, comment dire encore, fait partie de l'organisation même du travail. Le contenu du travail. Comment? Parce que le contenu du poste, c'est une délimitation de ce que la personne aura à faire au sein de l'entreprise. Parce que, disons, l'entreprise est composée de beaucoup d'emplois. Et dans ces emplois-là, c'est-à-dire quand je parle d'emploi, il faut penser métier. Et dans ces métiers, dans chaque métier, on a, disons, des postes. Je vous donne un exemple. On peut avoir les métiers RH, on peut avoir l'ensemble des postes dans les métiers RH, tels que le DRH d'abord, on peut avoir des chefs de service de recrutement, chefs de service d'administration du personnel, chefs de service, disons, développement des ressources humaines, on peut avoir des assistants RH et tout ça. Et cet ensemble-là, c'est ça qui constitue, n'est-ce pas, le contenu de chaque poste et la délimitation des responsabilités de chaque employé, n'est-ce pas? Alors ça fait partie de l'organisation du travail parce que c'est, comment dire encore, la structure organisationnelle même de l'entreprise qui va déterminer le contenu de chaque poste. Mais comme ce sujet gagne de plus en plus en importance, il est justifié de le traiter à part et de façon détaillée. Le contenu du poste, donc, peut aussi bien être trop limité ou bien trop important. On peut avoir un contenu de poste très élevé et ça peut même dépasser des fois le profil de la personne. Ou bien la personne peut avoir les compétences mais ne pas avoir le temps d'exécuter toutes ces missions-là. Et ça fait partie de l'organisation. Ou bien le contraire, le contenu du poste aussi peut être, n'est-ce pas, très limité. C'est-à-dire par rapport aux capacités de la personne, par rapport à ses compétences, on lui a confié dans son poste un contenu très limité. C'est-à-dire, au bout d'un mois, comment dire, ce qu'il aura à faire, mais il le fait dans un délai très limité et le reste du temps, il s'ennuie. Ça aussi, ça peut entraîner, disons, la démotivation de l'employé. Donc, le contenu du poste peut aussi bien être trop limité ou bien trop important. Ceci peut entraîner donc une sous-occupation ou bien un surmenage en rapport avec la quantité et la qualité du travail. Les facteurs négatifs, c'est quoi? C'est la sous-occupation, c'est-à-dire si le contenu est trop limité, la personne, disons, est sous-occupée.
et elle va s'ennuyer. C'est-à-dire toutes ces compétences, toutes ces capacités ne sont pas utilisées. Et ça peut être source de monotonie, ou bien le contenu du poste est trop important et la personne est surmenée. Ça peut être une source de surmenage, n'est-ce pas? Par rapport à la sous-occupation et la monotonie, la sous-occupation réduit la motivation et la satisfaction au travail. On rencontre donc avant tout la sous-occupation dans des activités monotones, peu stimulantes et peu exigeantes. Si on a des compétences élevées, n'est-ce pas, en tout cas plus élevées que ce qu'on nous a donné à faire, ce qu'on nous a demandé à faire, ça veut dire qu'à un moment donné, on va se sentir sous-occupé et puis ça va devenir monotone et on va s'ennuyer. Et si on s'ennuie, on se démotive. De telles activités sont souvent le résultat d'une division extrême du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le terrorisme, qui a tendance à subdiviser les tâches complexes en de nombreuses étapes intermédiaires, par exemple le travail à la chaîne. La monotonie, elle, donc, conduit rapidement à de l'indifférence et à une baisse de l'attention. Ces deux facteurs ont une influence négative tant sur le comportement en matière de sécurité que sur le rendement, n'est-ce pas, de la personne. La sous-occupation et la monotonie peuvent être réduites, voire supprimées par les mesures suivantes pour éviter ou bien corriger la monotonie. On peut faire la rotation des tâches, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou bien on peut élargir le poste dans le cas où la personne est sous-occupée. L'idéal donc est qu'une personne puisse utiliser au maximum ses capacités et ses talents au cours de l'exécution de son travail. Voilà, bon, je pense que j'ai m'en arrêté là. Et je vous demanderai, comme toujours, hein, de faire des recherches, de revisiter les supports du cours, de préparer vos questions, suggestions ou bien compléments. Comme ça nous permettra d'enrichir mieux, de mieux enrichir la séance interactive. Je vous remercie et bonsoir.